Bonjour Cathy, je te reçois aujourd'hui dans une série de podcasts dont c'est le premier épisode, une série de podcasts consacrée à la parole de pédagogue, donc pour les formateurs à destination de formateurs. Cathy, je te laisse te présenter. Bonjour Marie, donc effectivement je m'appelle Cathy, je suis ingénieure pédagogique et consultante en formation et j'anime des sessions de formation depuis une dizaine d'années. Alors pour commencer, je te propose une première question qui va nous mettre un petit peu dans le bain. C'est quoi pour toi ta définition du métier de formateur ? Alors à mon sens, le formateur, c'est une personne multifacette qui se sait être pluriel à plusieurs niveaux. C'est le passeur de savoir, c'est celui qui écoute, qui transmet, mais qui a aussi une personnalité capable de dynamiser et d'embarquer les participants. Nickel. Comment tu es devenue formatrice ? En fait, j'étais experte métier, à la base et c'est vrai qu'assez naturellement, j'ai basculé vers la formation. Au départ, c'était plutôt amateur, hein, dans la démarche. C'était vraiment, dans un objectif d'accompagnement de mes collègues et puis je me suis formée au fil de l'eau avec des formateurs à l'aide de ressources, de formations et puis quelques années plus tard, je me suis spécialisée vraiment dans l'ingénierie de formation et pédagogique et ça m'a donné la capacité de concevoir mes propres contenus et d'avoir une vision plus globale pour pouvoir porter mes formations. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir formatrice à la base ? Tout d'abord, je dirais que c'est plutôt le rapport à l'autre, les rencontres, cette notion d'échange et de transfert. Ensuite, toutes mes expériences professionnelles, elles ont vraiment un point commun, c'est vraiment le développement des compétences au sens large. Donc pour moi, la formation, c'est l'un des maillons, de la chaîne qui permet d'y arriver et c'est ça aussi qui procure une sensation plutôt grisante. Au niveau de ton expérience, donc tu as commencé quand la formation exactement ? On va dire en 2007. Du coup, au niveau de ton expérience, ça t'est déjà arrivé d'avoir en fait une mauvaise expérience avec des apprenants ou en tant que formatrice ? Alors oui, au début où je commençais à former, comme je formais en interne et que j'étais pas formée à être formatrice parce qu'on oublie souvent que formateur, c'est aussi un métier, avant d'être une continuité d'un expert métier. Et j'avais un collègue, qui était présent en session de formation, qui était réputé pour être très tatillon. Et c'est vrai que cette personne m'avait vraiment mais noyée de questions ultra techniques pendant, une bonne partie du module et ce profil, ultra bleu, hein, pour ceux qui connaissent les couleurs du disque, très technicien, très difficile à convaincre et très pointu, avait été assez compliqué pour moi, à contrôler et de trouver un équilibre en fait, vis-à-vis des autres participants. Donc c'était vraiment le départ et j'avais pas cette vision-là sur l'importance en fait, de visualiser les différents profils auxquels on a affaire en formation pour pouvoir mieux les appréhender. T'as parlé du disque, est-ce que tu peux nous en dire plus ou quelques mots ? Disons que le disque, c'est vrai que c'est, une méthode, hein, qui permet, de définir à travers, des 4 couleurs, des typologies de profils. Alors évidemment, le but c'est pas de mettre des gens dans des cases, mais c'est d'identifier en tout cas une partie, de notre personnalité et particulièrement en en contact professionnel. Donc à savoir si on est plus ouvert avec le côté jaune, hein, on dit jaune, voilà, qui est plus extraverti, plus ouvert, plus à l'aise de parler, qui a besoin de beaucoup parler. On va avoir des caractères, voilà, plus autoritaires, de profil, dit rouge, et donc là, je parlais du profil bleu qui est un profil très technicien, qui pose beaucoup de questions, qui a besoin d'une précision et d'un côté analytique assez fort. Donc ces tests-là, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en faire en sur des expériences de management. Ça a aidé beaucoup pour la constitution des équipes, pour l'appréhension des autres et de soi-même et pour le coup en formation, ça se veut être très, très, très utile. Donc aujourd'hui, en fait, tu penses qu'avec cette maîtrise du disque, tu aurais pu réagir différemment et mieux gérer son profil ? Ah bah oui, évidemment. En fait, ça m'a confirmé, que les experts métiers sont pas forcément, des formateurs et qu'il faut apprendre, hein, pour pouvoir accompagner et c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, clairement, c'est un métier. Donc si j'avais pu, au préalable, pouvoir avoir une meilleure visibilité sur les typologies, de personnes qu'on peut retrouver en formation et comment est-ce qu'on les appréhende, comment est-ce qu'on peut mieux les accompagner, les conseiller, les gérer, au besoin, je pense que j'aurais eu moins de problématiques et d'ailleurs après je n'en ai plus eu, parce que j'avais cette vision-là et j'étais capable de pouvoir, m'appuyer sur l'expertise de la personne, mais de savoir aussi revenir vers lui s'il y a besoin et de mettre en œuvre plusieurs techniques en fait qui font qu'on va trouver un juste équilibre pour tous, quoi. Le disque, en fait, tu l'as découvert comment dans ton parcours professionnel ?
Dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé le plus longtemps, dans ma vie, on nous l'avait proposé, en fait, lors d'une session de formation avec une personne qui était donc certifiée, un DISC, qui était venue nous proposer, j'étais manager à l'époque, donc on était venu nous proposer de passer les tests. Mais, c'est vrai qu'au préalable, j'avais quand même déjà fait d'autres tests. Alors c'était pas le disque, c'était pas officiel, avec, ces couleurs-là, mais j'avais travaillé sur les sociostyles, donc qui était un petit peu une variante beaucoup plus légère, hein, et ça, je l'utilisais en relation client puisque c'est mon premier métier, la relation client et ça nous aidait en fait à appréhender, nos clients, surtout sur de la vente à distance. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un bon formateur? Comment tu le définirais ou compétences, savoir-faire et savoir-être tu mettrais sur l'étiquette d'un bon formateur? Pour moi, c'est avant tout une personne qui aime son métier, c'est un pédagogue et c'est aussi une personnalité. J'aime beaucoup l'humilité qui se dégage des meilleurs formateurs, parce que pour moi, le bon formateur, c'est pas celui qui se met en avant pour démontrer, mais c'est celui qui sème des graines, et qui met les participants, en avant. Pour nous améliorer dans nos pratiques, tu aurais une boîte à outils à nous partager? Bah, j'en ai plusieurs. Je pense que je suis moi-même une boîte à outils, clairement. Je suis très, très fan de Klaxoon. J'aime beaucoup les outils digitaux, en fait, particulièrement sur lesquels je peux m'appuyer en formation parce qu'on a beaucoup de dynamisme autour et je trouve ça très, très intéressant. Je pense aussi qu'on est dans un métier qui évolue tellement et tellement vite qu'il faut se donner du temps et faire de la veille et s'autoriser justement à utiliser, plein de nouvelles méthodes. Donc, c'est vrai que citer, voilà, un outil, je pourrais pas parce que j'en utilise tout plein et puis que ça change tout le temps. Et donc tu parlais d'outils digitaux. Aujourd'hui, c'est difficile de passer à côté de l'intelligence artificielle. Tu l'utilises actuellement au niveau de ta conception de formation ou dans ton animation? Oui, je l'utilise principalement pour de la conception. C'est vrai que les prompts, sur ChatGPT, pour pas le nommer, aident quand même énormément, et je ne pense pas que cet outil soit là pour nous remplacer, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. Moi, je suis vraiment dans une démarche, d'aide, hein, d'accompagnement. Pour moi, c'est un nouveau collègue de travail, qui va m'aider des fois à avoir une vision un peu différente, qui va m'aider à structurer aussi les éléments de façon plus efficace. Ça va me faire gagner du temps, mais voilà, je l'utilise aujourd'hui comme un assistant. Est-ce que tu aurais des conseils ou un mot à partager à d'autres formateurs sur l'utilisation notamment de cet outil, de l'intelligence artificielle en fait? Ben, d'en prendre et en laisser, c'est comme pour tout en fait. Les outils, c'est une aide, ça doit pas venir, remplacer le cœur de notre métier, la créativité. Je pense que c'est vraiment le cœur de notre métier, surtout quand on est concepteur, en amont de l'animation. Mais même quand on fait de l'animation, c'est vrai que voilà, on l'idée, c'est quand même de continuer à lire, d'aller s'inspirer, d'aller lire de la ressource, d'aller regarder ce qui se fait ailleurs et d'aller se nourrir, pour pouvoir, proposer des animations, des activités ou des modules de formation, originaux. Maintenant, je pense qu'il faut accepter aussi qu'on peut pas toujours tout révolutionner et que, pour moi, l'intérêt, c'est prendre le meilleur de tout. Donc le mot ou le conseil, ce serait plutôt, voilà, continue à prendre le meilleur de tout et ne prends pas trop d'un seul. Et donc tu parlais de lecture, est-ce que tu aurais un ou plusieurs livres à nous conseiller? Alors moi j'aime bien les boîtes à outils, justement de du Node, et en particulier celui, sur la facilitation parce que je suis assez partie prenante de la facilitation en formation et je ne sais pas si aujourd'hui je suis capable d'animer une formation sans en faire en fait une session de facilitation, parce que c'est ça aussi qui est amusant, dans l'accompagnement des gens, donc je partirais plutôt sur ce bouquin-là. Et du coup, tu m'as partagé ta vision du bon formateur et pour toi, c'est quoi une bonne formation? Bah, une bonne formation, c'est une formation qui est préparée. On m'avait formée il y a quelques années en me disant: «Attention, c'est 80 c'est de la préparation et puis le reste après tu y vas au talent et c'est de l'animation et tu es à l'aise avec tes supports» et je suis plutôt d'accord avec ça, c'est-à-dire que l'idéal, c'est quand même de porter un sujet que tu maîtrises, mais ça peut ne pas être le cas et c'est souvent le cas pour des formateurs de devoir défendre des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Donc une bonne formation, c'est une formation qui est préparée et puis qui est équilibrée en termes de modalités pédagogiques, en termes d'animation, d'activité, parce que l'idée, c'est de pouvoir embarquer, les participants, pour atteindre un objectif. C'est quand même le fondement d'une formation. Donc tout ce qu'on va y mettre à contribution pour atteindre cet objectif sera le bienvenu, si c'est ni trop et ni trop peu.
Qu'est-ce que tu appelles modalité pédagogique exactement? Alors on va parler des modalités pédagogiques quand on va parler du présentiel, du distanciel, du synchrone, de l'asynchrone, de la façon dont on va, dispenser sa formation et puis ensuite il y a les moyens qu'on va mettre à disposition, pour pouvoir, animer la formation. Donc typiquement, tu vois, ça peut être un choix aussi clairement d'une bonne formation en fonction de la thématique, hein, de se dire: «Bah, celle-ci, elle sera peut-être mieux en asynchrone sous le une forme de MOOC ou d'e-learning parce que ce sera plus pertinent. On va l'évaluer différemment». Enfin voilà, je pense qu'il y a toute une réflexion à apporter pour que justement on arrive à une bonne formation. Est-ce que tu aurais un conseil, en fait, le conseil qu'on t'a peut-être jamais donné à partager là aux auditeurs? Garder la notion de plaisir. OK. Un dernier mot pour conclure? Eh bien, merci Marie, parce que c'est bien de pouvoir donner la parole aussi aux personnes qui font de la formation, parce que, je pense qu'aujourd'hui on est aussi sur la vision d'un métier qui est un peu galvaudé, qui paraît des fois un peu facile parce que tout le monde devient formateur. Je suis manager, je suis formateur, je suis expert, je suis formateur et comme je l'ai dit et j'insiste vraiment, je pense qu'il y a aussi derrière vraiment un savoir-faire, un savoir-être qui est lié à ce métier-là et c'est un beau métier, donc c'est bien de pouvoir, le mettre en avant. Merci beaucoup Cathy. Merci à toi. À bientôt.